Bonjour, maître Tchassona Traoré. Bonjour mon cher ami. Vous êtes le président de MCD. Oui, Comment se porte votre parti MCD? on se porte très bien. Le parti se prépare pour les élections. Comme beaucoup de nos amis leaders politiques et formations politiques, nous sommes sur le terrain. Comment le parti va faire pour avoir beaucoup de députés dans les moments à Vous savez venir? que mon parti fait partie d'une nouvelle alliance politique qu'on appelle Alliance Ensemble, que nous avons constituée il y a quelques mois. Le MCD, la CPP et la LDP, l'association dirigée par notre ami Ourakou. Donc nous sommes sur le terrain, nous nous apprêtons. Qu'il vous souvienne qu'au lancement de cette coalition, nous avons dit que l'Alliance Ensemble reste ouverte à toute initiative. On pourrait aller sur des alliances stratégiques pour occuper le terrain afin d'engranger le maximum de résultats au profit de l'opposition dans la prochaine Assemblée nationale. Donc tel est notre objectif principal. Et Alliance a aussi proposé des recommandations au niveau de la CPP. On dirait que Oui, vous oui, allez... nous avons fait une proposition qui fait son chemin par rapport au découpage électoral. C'est de ça que vous voulez parler. Oui, oui. Effectivement, il était question de... Parce que c'est une question qui est devenue lancinante, qui revient tous les ans. Euh, nous nous sommes penchés là-dessus au niveau de l'Alliance et nous avons porté nos propositions au niveau du CPC. Nous sommes la formation, c'est le regroupement qui a proposé qu'on puisse augmenter le nombre de députés jusqu'au nombre au minimum 117, au maximum 119. Pourquoi 117? Il est question, on a lu beaucoup de littérature concernant le découpage électoral, laquelle littérature portait essentiellement sur des critères d'ordre démographique. Nous avons pensé que les critères démographiques étaient importants, mais ils n'étaient pas déterminants. Pourquoi il n'est pas déterminant? On ne peut pas prendre pour seul critère pour le découpage électoral le critère démographique pour la simple et bonne raison que la densité démographique par endroit est tributaire du dynamisme économique du milieu. Ce qui peut être changeant. Prenez le cas aujourd'hui d'Adétikopé. Il y a 5-10 ans, Adétikopé n'avait pas la population qu'elle a aujourd'hui. S'il advenait qu'Adjarpanga demain, on découvre un minerai, qu'on installe des unités économiques dans les environs, on verrait qu'elle deviendra également un centre, un pôle important qui va attirer du monde. Donc on ne peut pas partir du critère qui est mouvant, démographique qui est mouvant, comme critère, seul critère de base pour déterminer le nombre de députés. Si c'était le cas aujourd'hui, le nombre de députés en Californie, c'est-à-dire des représentants en Californie, aurait quintuplé. Parce qu'au moment où on définissait aux États-Unis le nombre de représentants par État, la Californie n'avait pas la population qu'elle a aujourd'hui. Mais depuis Abraham Lincoln à ce jour, ce chiffre est resté statique. Malgré aujourd'hui le nombre d'habitants au Texas, comme en Californie, puisque c'est la plus grande démocratie au monde. Donc, le critère démographique n'est pas un critère déterminant, mais il est important. À côté de ce critère démographique, on peut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Quand on parle de l'agglomération de Lomé, du Grand Lomé, qui regorge plus de 2 millions d'habitants et d'électeurs, on peut comprendre le besoin d'augmenter le nombre de députés, mais pas seulement sur l'unique critère démographique. Donc, à l'analyse, nous avons dit qu'il faut allier un certain nombre de principes. Le principe de l'équité et de la solidarité. L'équité, bien sûr, qui veut que on puisse tendre vers une équité démographique dans le découpage. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul critère n'étant pas suffisant, il faut aller vers l'équité. L'équité veut que tout, c'est-à-dire la solidarité. La solidarité veut que, parfois, la faiblesse de l'autre soit compensée par la force de l'autre. C'est ça la solidarité. Le riche peut soutenir le pauvre, le fort soutient le faible. Donc c'est pareil en matière en matière de gestion des affaires de l'État. Sinon, il n'y aurait pas un ministère de la Sécurité sociale, il n'y aurait pas beaucoup de structures étatiques qui se penchent sur les déséquilibres qu'il puisse avoir au plan économique
économique et social. Donc c'est pareil également en politique. Donc la solidarité est de mise. Mais également, s'il faut aller vers le découpage, il faut tenir compte également d'un certain nombre de paramètres, de principes qui sont importants. Le découpage ne doit pas pouvoir venir préjudicier à certains qui avaient des droits acquis. Si vous avez l'habitude d'avoir 50 000 francs de salaire, s'il y a une réforme de révision des salaires, on ne peut pas baisser votre salaire à 30 000. La nouvelle mesure ne peut être acceptée que si elle est plus favorable que l'ancienne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les principes de droits acquis. Il en est de même dans la gestion de l'État. S'il y a une préfecture qui avait 2 députés, on ne peut pas, sous le prétexte de la révision du découpage électoral, pour dire que cette localité est densément, elle est plus dotée, donc on va lui diminuer le nombre de députés pour aller compenser ailleurs. Ça ne se fait pas. Donc, au minimum, au pire des cas, il garde ce qu'il a. Mais également, il y a un autre principe de l'égalité, puisque tout le monde parle de l'égalité. Les préfectures étant par ailleurs ayant des personnalités juridiques de droit public, elles ont le même droit que la Constitution garantit. Alors s'il y a de nouveaux droits qui sont acquis pour certaines préfectures, elles doivent être acquis également pour l'ensemble des préfectures. Voyez-vous, donc, il y a le principe des droits acquis, il y a le principe de l'égalité qui doit prévaloir. Alors qu'en analysant l'ensemble de ces paramètres, équité, solidarité, droits acquis, égalité, nous nous sommes retrouvés à faire une proposition. À l'analyse, nous avons compris que depuis que la décentralisation a commencé, on a eu 117 communes, ça n'a posé problème à personne. Quel est le critère à partir duquel les 117 communes ont été définies par le gouvernement? Pourquoi aucun parti politique de l'opposition ne s'y est opposé? Donc, ça fait un consensus national, les 117 communes. On en a également, quelle est la composition de ces communes? La plus petite commune a 11 conseillers, mais la plus grosse commune a plus de 23, presque 23 conseillers. Tout cela n'a posé problème à personne. Nous avons été aux élections, les communes sont là, elles existent. Nous nous sommes dit, mais écoutez, au lieu d'aller dans des calculs aussi indéchiffrables et puis qui risquent de nous faire couler de l'encre, partons sur cette base-là de communes. On a 117 communes, donc on peut partir de 91 à 117 communes au minimum. De sorte que par préfecture, dans une préfecture, s'il y a 3 communes, cette préfecture puisse avoir 3 élus à l'Assemblée nationale. Donc ça devient une équité. Parce que nous comprenons que la définition du nombre de communes par endroit a été faite en tenant compte essentiellement également du critère démographique et d'autres critères. Donc, tout l'ensemble de ces questions-là ont été réglées lorsqu'on définissait le nombre de communes et leur composition. Donc, pour nous, le nombre de communes devient un chiffre qui fait consensus. On peut partir sur cette base-là également pour augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc, à partir de là, ça respecte l'équité, ça respecte la solidarité, ça respecte les droits acquis et ça respecte l'égalité. Voilà, au moins sur cette base-là que la coalition Ensemble a proposé qu'on puisse amarrer le découpage électoral au nombre des communes existantes. Bien sûr, ça ne fait pas de la commune l'élection ne va pas se faire commune par commune, c'est-à-dire que la commission, c'est-à-dire la cellule électorale n'est pas la commune. Mais c'est la préfecture qui devient la circonscription électorale. Bien sûr, il ne faut pas aller dire qu'il faut un élu par commune. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est qu'un paramètre pour déterminer le nombre de députés qu'on peut avoir par préfecture. Donc, qui doit tenir compte également du nombre de communes pour pouvoir être dans l'équité. Voilà, c'est ce que nous avons proposé. Donc, ce qui nous donne au minimum 117 communes
Mais au maximum, 117 élus, députés, ou 119 députés. Pourquoi 119? Quand vous prenez toutes les communes, la plus petite commune, comme je le disais, a 11 élus, 11 conseillers. Mais la plus grosse commune a 23 conseillers. Donc quand vous prenez 23 conseillers, on trouve le double de la plus petite commune. Or, parmi les communes qui existent, sur les 117 communes, il y a 2 dans le Grand Lomé qui ont plus de 23 conseillers. Donc à partir de là, nous trouvons qu'on peut faire une pondération pour dire effectivement, pour respecter toujours le principe de l'égalité, monter de 117 à 119, c'est-à-dire que les 2 communes où il y a plus, c'est-à-dire que plus de 21 conseillers, on peut mettre 2 députés là-bas, ce qui nous donne 119 députés. Voilà la proposition que la coalition Ensemble a fait à l'Assemblée, c'est-à-dire au CPC. Il y a certains responsables politiques qui se disent que ce que vous proposez est trop, que ce n'est pas bien, il faudrait que vous laissez la place aux maires de travailler sur le terrain, ne pas bloquer avec les députés. Il faut une confusion. Nous avons pris la base de 117 sur la base des communes pour proposer un découpage. Mais nous n'avons pas dit nulle part que les députés sont les représentants des communes. Les députés ont un mandat non impératif. Ils sont élus pour la nation. Donc ça n'a rien à voir avec la gestion communale. Donc il faut que cette précision soit faite. Ce n'est qu'une base de calcul pour déterminer le nombre de députés qu'il faut avoir par endroit. Ce n'est pas des députés de la commune. Ils sont députés, ils sont élus dans une préfecture, mais pour exercer au plan national, ils ont un mandat national. Ok, maître, est-ce que le Togo a les moyens pour financer les 2 élections législatives et régionales en 2024 et qu'en 2025, il y aura encore les élections présidentielles? Oui, vous posez le problème du cumul des élections. Oui, l'idéal serait qu'on puisse migrer vers des élections générales, comme ça se fait dans beaucoup de pays. C'est une idée à laquelle la coalition Ensemble a réfléchi. Mais la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons déjà du mal à accepter la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale avec tout ce que cela pose comme difficulté au niveau de l'interprétation de cette durée de prorogation prévue par la Constitution. Il y en a d'aucuns qui parlent de vide constitutionnel, il y en a qui parlent d'illégitimité. Je ne veux pas trop m'avancer sur ces arguments. Mais déjà, avec le problème que ça pose, on ne sait même pas pendant combien de temps cette Assemblée sera dans la prorogation du mandat. Parce qu'il ne faut pas confondre prorogation et renouvellement. Quand on renouvelle un mandat, ça veut dire que vous avez toute la plénitude d'exercer. Mais la prorogation, c'est pour une durée déterminée en réalité. Sur d'autres sphères, la prorogation, c'est comme une période où on gère les affaires courantes. Donc, ça passe déjà difficilement que nous acceptions que les élections n'aient pas été tenues à bonne date. Alors comment on pourrait expliquer que bon voilà, qu'on puisse demander à la même assemblée, nous, opposition, qui ne sommes pas d'accord que les élections n'aient pas été tenues à la bonne date, comment aimerions-nous migrer vers le désir de garder cette assemblée-là jusqu'en 2025? Ça devient une question qui nous met en difficulté. Comment on peut défendre cela? Nous sommes là à décrier que les élections n'aient pas été tenues à la bonne date, mais c'est nous-mêmes qui demandons encore de laisser la même assemblée et continuer jusqu'en 2025. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté que les élections générales peuvent poser au niveau du Togo, c'est qu'il faut qu'on aligne les mandats. Les mandats électoraux au Togo ne sont pas de même durée. L'élection, c'est-à-dire le mandat du président de la République est de 5 ans, les députés c'est 6 ans, les 6 ans, 6 ans. Alors il faut que, pour une fois, on s'entende quelle est la durée, soit ramener tous les mandats à 5 ans ou tous les mandats à 6 ans selon notre volonté.
Alors, s'il faut faire l'alignement des mandats, ça suppose également que selon l'option qu'on aura fait, il faut une révision constitutionnelle. De quelle manière arriver à cette révision constitutionnelle? Est-ce que c'est par référendum ou c'est par la voie législative? Dans ce cas-là, ça nous renvoie à la première inquiétude. Est-ce que nous sommes prêts à sauter le pas, à autoriser l'Assemblée que nous qualifions d'illégitime à faire une révision constitutionnelle pour aligner les mandats? Voilà les difficultés que ça pose si nous devons faire les élections générales. Et la dernière difficulté, c'est quoi? Quand on aligne les mandats, à supposer qu'on dit désormais le mandat des élus, Assemblée nationale comme chose, comme, les maires, est de 5 ans, là, il y a le principe de la non-rétroactivité qui va encore apparaître. Est-ce qu'on va nous dire non, la loi n'est pas rétroactive? Donc ça nous pose un certain nombre de difficultés d'ordre juridique. C'est le cumul d'un mandat. Alors, ce que nous nous proposons, allons à des élections prochaines. On fera le sacrifice d'aller à des élections en 2024 ou 2025, mais poser le problème pendant la législature prochaine pour qu'on pense désormais, est-ce qu'il ne faut pas aligner les mandats dans un cadre où, dans une assemblée qui désormais fait consensus, et puis aligner les mandats, poser le problème désormais de la possibilité d'aller vers des élections générales. Merci beaucoup, maître. Mais c'est moi qui vous remercie.